Précédemment dans le conte de Monte Cristo. Le jeune Edmond Dantès revient à bord du Pharaon d'un voyage qui l'a vu devenir capitaine. Fiancé, prêt à se marier, il est dénoncé par de méchants personnages. Danglars le cupide, Fernand le faux-frère et Caderousse le pourri. À la suite de leur dénonciation, il est aussi trahi par Villefort le félon, qui le fait enfermer au sinistre château d'If. Oui, je me souviens de tout ça, moi. Même que le juge, c'est le plus pire de tous les traîtres. Et devient quoi, Edmond, après? Il est enfermé dans un cachot. Au début, il pense qu'il sera rapidement libéré, que le malentendu sera vite levé. Mais les jours passent et rien ne se passe. Il tente de parlementer avec les gardes, rien n'y fait. Il comprend alors la gravité de la situation. Il est accusé de bonapartisme, il est un traître et personne ne lui viendra en aide ici. Personne ne sait qu'il est là. Il hurle son innocence, pleure, implore qu'on le libère. En vain. Personne ne lui répond, personne ne lui parle, il devient fou. Il parle au rat, cherche le soleil, fait une grève de la faim. Mais le feu brûle en lui, il veut vivre, sortir de cette prison. Mais ceux qui savent qu'il est injustement prisonnier, ils disent rien, ils le laissent là. Ce n'est pas dans leur intérêt de dire qu'ils ont menti. Une enquête serait ouverte et on apprendrait que le vrai bonapartiste n'est autre que le père du juge de Villefort. Le félon, il a même pas d'honneur. Mentir pour se protéger lui-même dépend d'un autre en plus. Je l'aime pas, lui. Je comprends. Mais allons rapidement voir ce qui se passe du côté du port de Marseille. Tu veux bien ? Il se passe quoi là-bas d'abord? Justement, allons voir. Sur le port, la belle Mercédès et le père d'Edmond cherchent des réponses. Sans argent et sans réseau, ils décident de taper à la porte de l'armateur Morel, le propriétaire du bateau dont Edmond aura été brièvement le capitaine. Monsieur Morel est très attaché à Edmond, et lui aussi essaye de comprendre ce qui a bien pu arriver à ce matelot prometteur. Et ils apprennent quelque chose? Je veux dire, ils arrivent à aider Edmond? Malheureusement non. Mais ce qui est important pour nous, c'est de savoir qu'ils sont inquiets. Monsieur Morel parvient à obtenir un rendez-vous avec le juge de Villefort. Tous sont pleins d'espoir. Certainement, le juge se rendra compte de son erreur. Edmond ne peut pas être coupable de ce dont on l'accuse. Évidemment qu'il est innocent. Il est gentil, Edmond, d'abord. Attends une minute. Et vont voir de Villefort? Le félon, le vilain, le parjure, le traître, ce Villefort-là? Précisément. Et il leur dit quoi? Qu'il faut lui pardonner d'avoir trahi leurs proches, que c'est pas si pire et que tout ira bien? Non. Il leur dit que tout est fini pour Edmond et que s'ils ne veulent pas connaître le même sort, le mieux est encore de l'oublier et de continuer de vivre. Mais c'est le papa d'Edmond. Il peut quand même pas oublier son fils, le papa. Il peut pas. Non, il ne peut pas. Mais il ne peut rien y faire non plus. Il ne lui reste que l'espoir de voir son fils sortir un jour. En attendant, retournons voir le pauvre Edmond au château d'If. Oui, allons le voir avant qu'il devienne complètement fou. Cela fait plus de 6 ans qu'il est dans sa cellule. Il a vu passer l'inspecteur du roi, écouter les araignées tisser leurs toiles. Et ce jour-là, il entendit un bruit nouveau, inédit. Pour la première fois depuis longtemps, il prit peur. Il se recroquevilla dans un coin de son cachot, guettant le bruit, s'inquiétant de ce qu'il pouvait bien être, mais n'osant pas appeler ou parler, de crainte d'attirer les gardes. Il restait prostré. Pauvre Edmond, moi aussi j'aurais super peur à sa place. Imagine, c'est un gang de ça qui creuse pour se libérer. Et quand il le trouve, il l'attaque à coups de ronron. Oh là là, ça fait trop peur tout ça. Heureusement pour Edmond, il ne s'agit pas d'un gang de chats, mais de l'abbé Faria, dont j'ai évoqué le nom à la fin de l'épisode précédent. Ah oui, je me souviens. Oh, même il a un secret. Oui, petit cœur. Ce vieil abbé avait plus d'un tour dans son sac et était résolu à fuir la prison. Pour y parvenir, il a creusé un tunnel qui, pensait-il, déboucherait sur les couloirs de la prison. Une erreur de calcul le conduisait droit dans la cellule de Dantès. Tu vois, c'est ballot, mais en même temps, c'est quand même une bonne nouvelle pour Edmond, pas vrai? Oui, mais il faudra quelques jours à Edmond pour trouver le courage de taper 3 coups sur le mur d'où il entendait le mieux le grattement.
Au premier coup, plus un bruit. Et le bruit ne recommença pas du jour, ni de la nuit. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il creuse plus l'abbé? Et si, au lieu de venir d'un prisonnier, les coups étaient venus d'un garde? Est-ce que tu prendrais ce risque? Je pense que je me ferais oublier, comme l'abbé. En effet, ce serait plus prudent. Mais Edmond, lui, sait que c'est un prisonnier. Un garde n'aurait pas besoin de se faire oublier. Il peut faire ce qu'il veut. Alors, il se met à l'ouvrage et ouvre le passage à l'endroit où il a frappé les 3 coups. Avec les mains d'abord, puis avec une cruche cassée, enfin avec une casserole. Puis, lorsqu'il eut assez creusé, une voix se fit entendre. Oh, c'est l'abbé, je suis sûre que c'est l'abbé. Oh, Edmond, il est plus tout seul. Oui, c'est une bonne nouvelle pour Edmond, n'est-ce pas? En tout cas, voilà que quelqu'un lui parle. Il ne sait pas encore de qui il s'agit et de son côté, l'abbé est méfiant. Et si Edmond le dénonçait? Oh, mais Edmond, il ferait pas ça. Il ferait pas ça, Edmond, et tu le sais. Moi, oui. Mais l'abbé Faria? Toujours est-il qu'après un interrogatoire digne des pires commissariats, l'abbé décide de laisser une chance à ce cher Edmond. Ce dernier a du mal à contenir sa joie et à garder son calme. Lorsque vient l'heure du souper, et donc de la visite du geôlier, il n'osa pas dire un seul mot, de peur que sa voix ne trahisse ses émotions. Ah ouais, le pauvre. Moi, je comprends. À sa place, je sauterais tout partout. Après 6 ans dans un cachot, un ami, c'est presque la liberté. Il n'empêche, l'abbé Faria savait se faire désirer, et Edmond dut attendre le lendemain avant qu'il ne passe la tête par l'ouverture qu'ils avaient creusée. Edmond accueillit son nouvel ami du mieux qu'il pouvait dans ce cachot sombre et étroit. Ouais, c'est sûr, mais le pauvre abbé, il pouvait pas s'attendre à un festin de roi, hein. Non, mais Edmond était de nature aimante, et il donna à l'abbé tout l'amour qu'il possédait. Les 2 hommes apprirent à se connaître. L'abbé avait été condamné à l'oubli pour avoir rêvé d'une Italie forte et unie, et Edmond raconta son histoire. Ouais, c'est une triste histoire en plus, celle de Edmond. Mais nous la connaissons déjà. L'abbé était un savant, il parlait 5 langues étrangères et connaissait par cœur 150 ouvrages. Il pratiquait les mathématiques, la chimie, la stratégie militaire et plein d'autres choses. C'est ainsi qu'après avoir entendu l'histoire d'Edmond, il lui demanda « À qui profite le crime ?» À qui profite le fait qu'Edmond y soit en prison, tu veux dire? Tout à fait. Bah c'est évident, ça profite à... Hé, laisse donc à Edmond l'honneur de la réponse. En plus, il doit y réfléchir, lui. Il voit le mal en personne. Ah oui, c'est vrai ça, qu'Edmond c'est un gentil. Eh oui, et vois-tu, la première réponse d'Edmond à cette question est que personne ne peut profiter de sa captivité. Il n'était que peu de choses. Mais l'abbé insiste et pousse Edmond à réfléchir, à se souvenir. Il se rappelle alors avoir eu une querelle avec Danglars, le comptable du navire, qu'il n'aurait pas gardé à son poste s'il avait eu le choix, et que ce même Danglars a pu le voir avec une lettre confiée par le capitaine Leclerc. Les premières pièces du puzzle s'emboîtent. Oh, mais comment il va découvrir pour les autres? Avec la même question, qui aurait voulu épouser Mercédès à la place d'Edmond? Oh, c'est Fernand, c'est Fernand. C'est aussi la réponse d'Edmond. Il se souvenait avoir vu à la même table Fernand, Danglars et Caderousse ivre. Alors il comprit. Ces 3-là avaient rédigé la lettre de dénonciation. Mais pourquoi avait-il été cru? Pourquoi était-il en prison? Parce que le Duze... Eh, pas si vite! Laissons l'abbé guider Edmond vers la solution. Veux-tu? Ah, d'accord. Mais moi, je leur ai tout dit à Edmond. L'abbé reprend donc ses questions et demande à Edmond qui l'a interrogé, quel était le nom sur la lettre, quelle a été la réaction du juge. Ce à quoi Edmond répond ce qu'il en sait. Il a été interrogé par un jeune juge et le nom sur la lettre était Noirtier. Le juge avait semblé secoué. Oh, allez Edmond, on y est presque, tu vas y arriver. Patience, petit cœur. L'abbé demanda alors à Edmond s'il se souvenait du nom du juge. Edmond hocha la tête et répondit « Gérard de Villefort ». L'abbé éclata de rire et Edmond n'y comprenait plus rien. Il ne lui a pas semblé dire quoi que ce soit de drôle. Puis l'abbé lui révéla que le nom complet de Villefort est Noirtier de Villefort. Noirtier est donc le père du juge qui a enfermé Edmond dans cette prison. Les mots de l'abbé résonnèrent dans la tête du pauvre Edmond comme des coups de massue.
Il quitta la cellule de son nouvel ami et partit se réfugier dans la sienne, où il resta prostré dans son lit jusqu'à ce que l'abbé le fasse sortir de sa torpeur. Pauvre Edmond, trahi par la justice qui était censée le défendre. Eh oui, petit cœur, et ce jour-là, dans son lit, Edmond jura de se venger de ceux qui l'avaient enfermé. Après cette résolution, le temps passa. L'abbé enseignait à Edmond ce qu'il savait et les deux hommes imaginaient des plans d'évasion. Une routine s'installa entre eux et chaque jour, ils se retrouvaient après le passage du porte-clés. Tu veux dire, il y avait un porte-clés qui se promenait tout seul dans la prison? Il avait quelle forme? Mais non, petit cœur. Le porte-clés était le gardien chargé d'ouvrir et de fermer les portes de la prison. En principe, les rondes se faisaient à deux. Un pour ouvrir la porte et l'autre pour faire le reste, apporter la nourriture, vérifier l'état des prisonniers, etc. Je reprends donc. Après le passage du garde, les hommes se retrouvaient dans une cellule ou une autre jusqu'au passage suivant. Et ainsi passèrent les jours, les semaines, les mois et finalement les années. Edmond apprit tout ce que l'abbé pouvait lui enseigner et leur plan d'évasion prenait forme. Mais un jour le malheur frappa. L'abbé fut pris d'une crise foudroyante. Il eut juste le temps d'expliquer comment lui administrer un remède qu'il fut pris de convulsions, se tétanisa et resta paralysé du bras gauche. Impossible dès lors pour lui de s'enfuir. Oh non, les pauvres! Oui, et Edmond dut se résoudre à renoncer à leur évasion. D'autant plus que l'abbé lui expliqua que c'était la deuxième crise qui le touchait et que, comme son père avant lui, la troisième serait fatale. Edmond lui fit la promesse de rester auprès de lui jusqu'à la fin, ou de l'aider à s'évader avec lui. Il pensait pouvoir le porter, nager avec le vieil homme sur le dos. Il avait de l'espoir. Oh là là, quelque chose me dit que ce sera pas si simple tout ça. Hélas, tu as raison. Mais pour l'instant, Edmond a définitivement gagné la confiance de l'abbé, qui avait jusque-là gardé un précieux secret. Ah oui, le secret! Oh, c'est quoi? Allez, dis-le-moi, s'il te plaît! La cachette d'un trésor fabuleux ayant appartenu à l'ancien maître de l'abbé. Un trésor? Oh là là, mais comment c'est une bonne nouvelle, ça! Oh. Peut-être, mais pour l'instant, le trésor est dehors et les deux prisonniers sont en prison. Toujours est-il que l'abbé raconte à Edmond comment il a découvert l'existence et la cachette de ce trésor après des années de recherche. Edmond a du mal à le croire. Il faut savoir que l'abbé avait toujours eu, auprès des gardiens, la réputation d'être un fou. Et si, jusqu'à maintenant, rien n'avait laissé penser à Edmond qu'il pût l'être, la crise et cette histoire de trésor commençaient à le faire douter. Oh allez, Edmond, un peu d'espoir, ça peut pas faire de mal. Comme tu le sais, Edmond est un gentil garçon. Et il finit par céder aux caprices du vieil abbé et apprend par cœur les indications pour rejoindre le trésor caché dans une grotte de l'île de Monte Cristo. C'est pour ça le titre de l'histoire. Oh, pour l'île qui cache le trésor. Eh oui, tout est dans le titre. En attendant, le temps passe et le vieil abbé avait vu juste. Quelque temps après la première crise dont Edmond a été le témoin, une autre crise se produisit. Et cette fois, Edmond eut beau administrer le remède qui avait pourtant fonctionné la première fois, rien n'y fit. L'abbé avait poussé son dernier soupir. Oh, mais il va devenir quoi, Edmond, maintenant? Il va rester tout seul. Pour l'instant, il se réfugie dans son cachot. Allongé sur son lit, il pense au vieil abbé, à tout ce qu'ils ont partagé, à tout ce qu'il lui a enseigné. Il repense à leur plan d'évasion. Il écoute aussi ce qui se passe dans le cachot de l'abbé. Il entend le porte-clés passer chez l'abbé, s'en aller courant presque, chercher le médecin du château. Ce fut le directeur de la prison qui vint constater le décès du pauvre abbé. Son corps fut glissé dans un sac en toile de jute et laissé là pour attendre la nuit. Et c'est tout? Même pas une petite prière? Rien? Et il va aller où, le corps de l'abbé Faria? Et si tu me laissais te raconter l'histoire? Oh, mais je suis pressée de savoir la suite aussi. La voici. Donc, Edmond a entendu tout ce qui s'est passé dans la cellule de l'abbé. Et un plan fou germa dans son esprit. Il se faufila dans la cellule de son ami, le sortit délicatement de son linceul et le plus doucement du monde le porta jusque dans son lit, où il le coucha, lui fit un dernier adieu, le couvrit et retourna dans la cellule de l'abbé. Il se glissa dans le sac de jute et ayant pris soin d'emporter un couteau que l'abbé avait fabriqué, il attendit. Couché dans un sac, il a attendu.
Oh, moi j'aurais trop peur de mourir étouffé. Il a attendu que les gardes viennent pour le conduire au cimetière. Il imaginait devoir creuser la terre pour s'en sortir, prenait ses forces, retenait autant que possible sa respiration. 2 gardes le transportaient sans ménagement. Finalement, il les sentit s'arrêter, et il se sentit aller et venir comme sur une balançoire, puis la chute. Il n'eut pas le temps de réaliser qu'il tombait quand la froideur de l'eau le surprit et lui fit pousser un cri. Il utilisa le couteau pour se sortir de son sac et nagea jusqu'à manquer d'air. Il remonta à la surface, prit un souffle et redescendit pour nager aussi vite et aussi loin qu'il le pouvait. Et va nager jusqu'où comme ça? L'Italie? La Grèce? L'Espagne? Non, pas si loin. Sur un bout de caillou nommé l'île de Tiboulène, à mi-chemin entre la côte de Marseille et le château d'If. Et tu sais quoi? Bon non, quoi? C'est ici que se termine cette partie de l'histoire. L'abbé Faria est mort et Edmond est libre. Oui, mais et le trésor? Et comment il devient comte? Et comment il échappe aux recherches? Oh, moi je veux la suite! Toutes les réponses à toutes tes questions seront dans la suite de l'histoire. Promis, et à bientôt. Et voilà les amis, si cette aventure vous a plu, laissez un petit pouce levé pour l'aider à briller et abonnez-vous pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Moi je reviens ici dans une semaine pour un nouveau voyage. À bientôt!